Bonsoir, bonsoir à tous. Merci d'être avec nous ce soir. Je suis très, très heureux de vous avoir sous notre antenne ce soir. Donc, nous sommes sur un événement qui est organisé par le FGB MIFI. Alors, c'est quoi cette structure? Alors, rapidement, je vous partage mon écran. Nous sommes le FGB MIFI Paris. Alors, pourquoi Paris? Simplement parce que c'est un mouvement qui a pris naissance à Paris. Alors, c'est quoi ce mouvement? Alors, ce mouvement, c'est un mouvement d'hommes et de femmes d'affaires et leur particularité, c'est qu'ils sont chrétiens. C'est un mouvement qui existe depuis plus de 70 ans, qui a été fondé par un monsieur qui était homme d'affaires d'un côté et chrétien de l'autre. C'est quelqu'un qui faisait énormément confiance à Dieu. Il s'appelle Demos Sakarian. Ce monsieur qui a écrit un livre justement pour témoigner de sa foi. Ce livre, Les gens les plus heureux sur Terre. Donc, ce mouvement est présent sur les 5 continents. Donc, depuis 70 ans, ça s'est énormément développé. Voilà, ce sont des hommes et des femmes d'affaires avec, comme j'ai dit, cette particularité, c'est qu'ils sont chrétiens, ils croient en Dieu et ils croient que Dieu peut intervenir dans leurs affaires, dans nos affaires. Et c'est aussi un témoignage pour évangéliser, pour faire connaître cette foi qui nous anime. Donc, quand je parle de la croyance en Dieu, de croire en Dieu, de la foi en Dieu, nous sommes des chrétiens et des chrétiens de toute dénomination. Donc, quel que soit, il y a des catholiques, il y a des évangéliques. Voilà, l'important, c'est de croire en Christ. Et par contre, nous sommes une communauté de laïcs. Le SGB MIFI Paris, qu'est-ce que c'est? Donc, nous avons un credo. Le credo, comme vous l'avez vu, c'est que nous croyons, nous avons une forte foi en Dieu et nous croyons que Dieu nous permet de réussir et que nous pouvons réussir, vous pouvez réussir avec Dieu, avec votre foi en Dieu. Donc, nous sommes là aussi pour développer notre relation avec Dieu, vivre une foi authentique, c'est important. Nous sommes des vraies personnes avec une vraie foi et surtout partager l'expérience aussi avec les autres et voilà, de témoigner de notre foi. Donc, notre mission, c'est quoi? Déjà, nous sommes une structure associative, loi 1901, et notre but, c'est d'aider des personnes. Alors, dans ces personnes, c'est quoi? Nous sommes une communauté d'entrepreneurs, donc il y a des cadres, des entrepreneurs, des salariés, des dirigeants d'entreprise, et bien sûr, pas que. Toute personne qui a envie de réussir au niveau professionnel, mais qui a aussi envie de réussir leur vie. Nous ne sommes pas présents qu'à Paris, mais depuis que ça s'est créé sur Paris, voilà, ce mouvement est en train de s'étendre sur la France. Et aujourd'hui, vous pouvez trouver des antennes à Amiens, à Lille, à Paris. Moi, d'où je vous parle, je suis à Bordeaux. Vous avez aussi une antenne à Montpellier et bien sûr l'antenne de Paris qui aujourd'hui chapeaute encore toutes les antennes. Il y a énormément de mouvements, si on pourrait pas appeler ça comme ça, dans le SGB MIFI. Donc, qui dit beaucoup, dit que c'est bien quand même de se regrouper en différents pôles. Voilà, ça permet de voir un peu ce que chacun fait aussi, selon je dirais, les sensibilités de chacun. Donc, vous avez un pôle entrepreneuriat, ce qui est normal. Vous avez un pôle institutionnel. Vous avez trouvé aussi le pôle consacré au sport, à l'art, à la culture. Et bien sûr, nous n'allons pas oublier les femmes. Il y a un pôle femmes qui est très, très, très actif. Aujourd'hui, vous allez pouvoir nous trouver où? Simplement sur les réseaux sociaux. Vous allez nous trouver sur YouTube, vous allez nous trouver sur Instagram, vous allez nous trouver sur LinkedIn et vous allez aussi pouvoir visiter notre site, le FGB MIFI, donc tiret du 6 paris.org. Voilà. Cela, c'était pour présenter la structure qui vous accueille ce soir, le FGB MIFI Paris. Voilà. Donc, vous avez compris que nous sommes des personnes qui croyons que Dieu peut intervenir dans nos affaires et que Dieu intervient dans nos affaires et que avec Dieu, nous allons réussir et nous allons justement, nous allons dire de victoire en victoire et de gloire en gloire. Donc, je vais laisser Rodrigue nous introduire
tu vas nous introduire, Rodrigue, si tu es là, n'hésite pas, voilà. Tu peux ouvrir ton micro, Rodrigue Gaucan, et nous introduire dans la prière afin que nous puissions remettre ce moment dans la main de notre Dieu. Merci, Rodrigue. Merci Jocelyne pour cette belle présentation. Effectivement, les hommes les plus heureux de la terre, et nous faisons partie de ces hommes et des femmes les plus heureux de la terre. Alors je vais prier pour ce moment et le remettre dans la main de l'Éternel. Éternel, nous te bénissons ton nom pour cet instant. Merci pour ta fidélité et ta bonté. Et nous reconnaissons qu'en cet instant que, Père, qu'il est vraiment agréable et qu'il est doux que les frères demeurent ensemble, Père, pour l'édification du corps. Nous bénissons ton nom, nous remettons cet instant entre ta main que toi-même tu as organisé. Et merci aussi d'avoir révélé la conscience de frères et sœurs qui sont connectés cet instant, Père. Édifie-nous à travers des témoignages, à travers, Père éternel, les messages qui seront sortis à Père. Alors je bénis ton nom et je remets toutes choses entre ta main. Conduis-nous et manifeste ta fidélité car nous reconnaissons aussi que, Père, là où deux ou trois se réunissent en ton nom, tu es fidèle. Alors manifeste ta fidélité pour la gloire de ton Saint-Nom. Dans le nom puissant de Christ. Amen. Amen. Merci, Rodrigue. Merci Amen. beaucoup. Voilà. Donc, nous allons commencer, comme vous avez vu, nous croyons que Dieu peut intervenir dans nos vies. Et nous avons ici avec nous des personnes qui peuvent témoigner de cela, qui vivent avec cette foi au quotidien depuis plusieurs années, voilà, et qui vont témoigner. Donc, avec nous, nous avons Christelle Fleur. Christelle, tu es là, je te vois, Christelle. Nous allons te laisser la parole. Dis-nous un peu qui tu es. Je sais que tu es chrétienne, bien sûr, que tu es entrepreneur. Tu es aussi chantre, tu es maman de 3 enfants. Donc, je dis, ça fait énormément de choses pour une dame, mais ce n'est pas que parce que tu es aussi artiste à l'international. Et donc, dernièrement, tu as monté ton entreprise qui est une plateforme. Donc, nous allons te laisser parler de ça. Je sais aussi que tu es salarié, que tu travailles pour un groupe qui intervient dans l'énergie. Voilà, dis-nous tout, Christelle. Fais-nous voilà, un témoignage, comment voilà, Dieu peut intervenir dans ta vie et surtout, voilà, voilà, qu'est-ce qui se passe. Mais aussi, quand tu as rencontré le JBMFI, voilà, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Je te remercie. Nous te remercions. En tout cas, merci. Bonsoir à toutes et à tous. Je vais essayer de me présenter de façon concise. Donc, comme Jocelyne nous disait, je m'appelle Christelle, Christelle Fleur. Je suis donc chrétienne, chantre, artiste gospel à l'international, c'est-à-dire que je ne suis pas que chantre de culte, mais j'interviens également dans d'autres programmes à l'extérieur, que ce soit à Bordeaux, que ce soit en France ou en Afrique ou en Europe, par la grâce de Dieu. Et donc, maman de 3 enfants, 3 beaux enfants. Et je suis donc salariée dans le domaine de l'énergie. Donc, c'est un cabinet de courtage en énergie où je gère les contrats professionnels, enfin, contrats pro en énergie, uniquement que des professionnels ou des collectivités. Et donc, pour résumer un peu, j'ai rencontré le FBG MiFi lors d'un événement ici sur Bordeaux. C'était avec le pasteur Alain qui venait de Paris. C'est là que j'ai adhéré justement le FBG MiFi et j'ai trouvé ça très intéressant de pouvoir partager ensemble en tant qu'homme ou femme d'affaires chrétiens. C'était vraiment cette notion qui manquait énormément. Chrétiens aujourd'hui qui peuvent s'associer ensemble pour prier déjà et pouvoir partager, pouvoir communiquer, pouvoir évoluer ensemble. Et ça a été une réelle bénédiction pour moi. Et donc ce soir, j'aimerais simplement témoigner de ce que Dieu est capable de faire au travers de chacun d'entre nous, mais spécialement pour mon témoignage à moi aujourd'hui, où je me suis présentée, allez, assez rapidement pour dire que j'étais salariée, artiste, je fais beaucoup de choses, certes, c'est vrai. Et j'avais eu à cœur de mettre en place une entreprise. Donc j'ai déjà une agence de communication digitale qui est sur pied. Et parmi l'un des produits de cette agence que je voulais mettre en place, c'est un annuaire que j'ai nommé Sanguissa, qui est en lingala, qui veut dire rassembler, réunir, comme une sorte de marché, mais voilà, c'était vraiment le terme de Sanguissa pour réunir, et c'est un annuaire qui rassemble tous les professionnels de la diaspora en France.
de sorte que l'on puisse retrouver aujourd'hui comme une sorte de moteur de recherche de Google, on va dire, ou non, encore mieux, de page jaune, ou je dirais de page marron pour nous, en général, où on peut retrouver tous les professionnels en France, quelle que soit la ville. Donc, un exemple tout simple, aujourd'hui, vous vous retrouvez dans la ville de Rennes, par exemple, et vous cherchez un restaurant, vous cherchez un couturier, vous cherchez un dermatologue ou un médecin spécialisé dans les maladies tropicales, vous avez cette plateforme où vous pouvez tout retrouver facilement. Et bien sûr, c'est venu d'un besoin parce que moi-même, bougeant beaucoup dans beaucoup de pays, je me retrouvais à ne pas savoir où aller, où chercher. Donc, si autour de nous, je n'avais pas l'information, c'était compliqué et certaines entreprises de la diaspora ne sont pas bien référencées sur les sites internet, donc sur Google. Et cette plateforme, aujourd'hui, que j'ai créée, qui s'appelle Sanguissa, permet de pouvoir mieux référencer, en fait, tous ces entrepreneurs de la diaspora aujourd'hui. Et là où j'ai vu la main de Dieu, c'est que pour pouvoir mettre en place cette plateforme, ce site internet, il me fallait des techniciens. Parce que oui, je suis dans la communication, mais je n'aurais pas pu mettre en place un site internet de cette envergure-là qui demandait énormément de bases de données en amont. Et je ne savais pas trop quoi faire. Et ça m'a empêché pendant plus d'une année de pouvoir mettre ce dossier en place. Parce qu'en fait, il faut trouver, des techniciens, il faut les payer et la facture était très élevée. Et donc, lors d'une invitation en tant que chantre au Maroc, j'ai rencontré un serviteur de Dieu et également qui est technicien dans ce domaine-là, à qui j'ai proposé de s'associer à ce projet et qui a accepté justement de me soutenir dans ce projet-là gratuitement aujourd'hui. Et il m'a aidé à mettre en place cette plateforme qui existe déjà. Vous pourrez aller, je pense que je pourrais mettre ensuite peut-être le lien en dessous, qui est Sanguissa Annuaire. Bon, après, il est bien référencé sur Google aujourd'hui. Et sans cette connexion divine, je n'aurais pas pu mettre en place justement ce projet aujourd'hui, où il y a quelques personnes qui ont commencé à s'inscrire, à pouvoir se référencer. Et c'est mon témoignage aujourd'hui, simplement pour dire aux hommes et aux femmes d'affaires que tout est possible avec Dieu. On peut commencer avec rien, on peut commencer avec le peu que nous avons, mais Dieu est capable de susciter des personnes justement pour nous aider à aller au bout de nos idées. Voilà un peu aujourd'hui mon témoignage pour ce soir. Merci beaucoup, Christelle Fleur. Merci pour ce grand témoignage et qui donne vraiment de l'espoir à des personnes, parce que parmi nous, je suis sûre qu'il y a des personnes qui sont en train de monter une affaire, qui ont envie de monter une affaire. On ne sait pas toujours par où commencer. Là, tu nous dis de garder la confiance et d'avancer. Voilà, on reste en marche de comment. Merci. Amen. Merci beaucoup, Christelle Amen. Fleur. Nous Merci. avons un autre témoignage. Nous avons le témoignage d'une dame, Irène. Irène, est-ce que tu es là? Alors, tu pourras mettre ton micro et aussi ta caméra. Voilà. Voilà, elle est avec nous, Irène. Bonjour, Irène. Donc, Irène a 3 merveilleux garçons, dont un garçon qui l'a aidé tout à l'heure à se positionner comme il fallait et tout. Merci en tout cas beaucoup à ton fils. Voilà, il nous a énormément aidé. En tout cas, nous sommes heureux de t'avoir ici sous notre entraîne de Bordeaux. Donc, Irène, tu es arrivée en France il y a déjà, je dirais, plus de 20 ans. Ça n'a pas été facile tous les jours, je dirais même loin de là. Tu as vécu énormément de choses. Tu n'as pas trouvé ce que, quand tu es arrivé, ce n'était pas exactement ce que tu croyais que tu as trouvé. Ça a été compliqué. Tu étais à Paris, tu as trouvé une de tes bonnes amies qui est venue pour t'aider. Tu es arrivé à Bordeaux parce que tu es à Bordeaux aujourd'hui. Et par ailleurs, tu avais aussi tes enfants à l'étranger, tu as travaillé dur, effectivement, tu as fait ce témoignage, tu as travaillé très dur pour que tes enfants puissent venir. Et maintenant, tu es avec tes fils, tu as tes 3 fils, tu es très heureuse. Et tu dis, tu me l'as dit que Dieu est intervenu puissamment dans ta vie pendant tout ce temps. Et aujourd'hui, tu es, donc, tu es aide-soignante, hein, voilà, tu as passé tes diplômes et tout. Et aujourd'hui, tu es auxiliaire de vie. Donc, raconte-nous un peu, voilà, qu'est-ce que, voilà, pourquoi tu aimes, parce que tu aimes ton métier, voilà.
qu'est-ce que tu aimes dans ton métier? Comment les gens que tu soignes, dont tu t'occupes, voilà, quels témoignages qu'ils te font et voilà, dis-nous ce que Dieu fait aussi pour toi dans ta vie et dis-nous aussi ce que le SJB MIFAI, voilà, qu'est-ce que tu trouves au SJB MIFAI? Merci, je suis très honorée ce soir par SJB MIFAI de Bordeaux. Je vous remercie Jocelyne de m'avoir passé la parole. Oui, ben, arrivée en France en 2003, ça a été un parcours. J'ai déposé ma valise à Paris, qui n'a pas été une ville aussi que j'ai bien aimée, mais ça m'a pas porté un peu sourire. Et sur quoi j'étais déjà une femme qui avait l'espoir, qui avait vraiment une foi que le Seigneur pouvait faire quelque chose pour ma vie. Mais en reconnaissant EGP MIFA, ça m'a donné encore l'envie d'aller, vraiment d'aller pour, comme on dit, la parole, les écus de cieux doivent tomber par rapport à tout ce que le Seigneur m'a vu. J'ai trouvé une famille et j'ai trouvé un endroit auquel je pouvais vraiment m'asseoir convenablement. Et c'est là le but de ce soir de témoigner, parce que je veux une foi, pas comme une graine de moutarde, comme une graine de moutarde qui peut faire vraiment qui peut construire un bateau, quoi. Je ne sais pas comment dire, mais bon, je suis tellement émue parce que je vais dans tous les sens et je sais que depuis mon arrivée, Dieu m'a porté. J'ai eu des bienveillants, j'ai eu des personnes vraiment que le Seigneur a mis des anges un peu partout de Paris à Bordeaux, sans connaître personne, sans avoir de la famille, et que je me retrouve face à une ville que personne ne me connaît et qu'une personne bienveillante me tend la grâce, me tend la main, ça peut être la grâce de Dieu, quoi. Et sur ce, dont j'entreprends une ville à Bordeaux dans ce cadre-là. Dans ce cadre-là, et que personne, en fait, que je n'ai pas de famille, personne autour de moi, mais c'était ma foi qui me portait parce que je savais toujours qu'au bout du tunnel, il y a quand même une lumière qui va s'éclore. Et c'est comme ça que je m'installe à Bordeaux en laissant des garçons, mes 3 beaux garçons. En fait, 2 que j'ai laissés au Cameroun, ils avaient 3 ans et que j'ai pu travailler avec acharnement, mais en ayant quand même des bonnes personnes. Et je me dis, c'est toujours la grâce qu'un avocat prend mon dossier en main, il me dit, ben, va travailler, je m'en occupe, parce que sur quoi j'ai eu une obtention de regroupement familial, que tes enfants, mes 2 beaux garçons, des jumeaux, bien sûr, celui qui m'a, comme vous l'avez dit, qui m'a rejoint tout à l'heure, qui m'a essayé à m'aider pour me collecter là tout à l'heure, et qu'on se retrouve avec une famille comblée d'aujourd'hui sur Bordeaux, ces 3 garçons, et j'ai toujours eu à continuer dans ma foi, mais ce qui me porte et qui m'anime beaucoup dans le domaine professionnel, c'est que quand je suis arrivée, après que ma famille soit unie, j'ai fait une formation d'aide-soignante et que j'ai travaillé à Bergonnières au centre Bergonnier, c'est des fins de vie, les gens qui sont en fin de vie. Et au moment où je les assistais en tant que SH déjà, ils trouvaient que j'avais quand même un joie qui m'inondait, qui me débordait. Et il y avait beaucoup de pression au niveau du travail avec un roulement où les gens avaient besoin beaucoup que je les assiste avec mon sourire et puis l'écoute surtout. Et que j'avais toujours à leur dire que Dieu vous bénisse et tout. Or, là, ça a permis que j'avais quand même beaucoup de retard dans mon travail parce que c'est un travail à la chaîne que j'ai demandé à regagner un peu, en fait, à sortir dans la structure hospitalière
pour engager un service d'aide à domicile, à avoir des personnes individuellement et avoir plus de temps avec eux. Et c'est toujours ça que je fais jusqu'à aujourd'hui. Et j'aime bien ce métier parce que beaucoup des gens me trouvent à l'écoute avec un apaisement. Et ça me porte beaucoup aussi dans ma foi. Et quand j'ai encore cours et j'ai bénéfice pour la prière du matin, alors quand j'y vais au travail, c'est la louange perpétuelle qui m'anime de l'intérieur. Et je pense que avec Gémify, c'est une continuité de ma foi et je rends grâce. Et tout simplement. Amen, amen, amen. Merci, merci énormément, Irène. Merci pour ton témoignage. On a vu comment Dieu t'a accompagné quand même tout le long de, voilà, de ce que tu as vécu. Et aujourd'hui, on est content parce que tu sembles très heureuse, en tout cas dans ton travail. Et tes patients aussi, hein, parce que tu t'occupes de patients, sont très heureux. Merci encore énormément, Irène, d'avoir témoigné de cela avec nous. Voilà. Donc, voilà. Donc, vous avez été invité ici pour découvrir le GBMIFI, mais aussi pour écouter une grande dame. Voilà. Donc, après ces grands témoignages, nous avons Madame Chinere Omuna qui va effectivement nous parler du commerce agricole international. C'est une consultante et elle a choisi de nous parler des défis et des opportunités que l'on peut rencontrer dans ce commerce agricole international. Donc, Madame Chinere Omuna est consultante en développement commercial international. Elle est chrétienne, vous l'avez compris, hein? Elle est chrétienne, elle est évangélique, elle est mariée, elle est maman aussi. Elle a toujours fait du commerce international, donc depuis plusieurs années, elle est dans ce secteur. Elle est diplômée, donc elle a une maîtrise en commerce et en vente, spécialisée justement dans le commerce international. Elle a travaillé aux États-Unis, elle travaille jusqu'à maintenant encore à l'international, c'est-à-dire aussi à côté des États-Unis, nous pouvons trouver l'Asie et un peu partout. Donc, comme elle dit, elle travaille un peu plus à l'extérieur qu'en France. Voilà. Donc, nous allons lui laisser la place. Voilà, Chinere, tu es avec nous. Merci énormément d'avoir répondu présent, d'être là simplement ce soir. Nous savons que ton temps est très précieux. Tu n'as pas beaucoup de temps, mais tu as accepté d'être avec nous ce soir et nous t'en remercions vraiment. Donc, je te laisse toute la place. C'est à toi, vas-y. Bonsoir à tous et bonsoir Jocelyne. Merci encore pour cette invitation que je suis totalement ravie en fait d'honorer. Je suis contente d'être là. Je suis contente en fait de pouvoir en fait parler de ce sujet en fait qui me passionne depuis plusieurs années. Et je voudrais commencer par une petite présentation dans la continuité de ce que Jocelyne a fait tout à l'heure. Effectivement, je suis chrétienne, je suis maman, épouse et je suis aussi une professionnelle en fait de tout ce qui est commerce international et aussi de la chaîne d'approvisionnement. Et en fait, les deux vont de pair, hein, donc je dis ça comme ça, mais les deux vont tout à fait de pair. Et ça fait plusieurs années donc, que j'exerce ce métier et je le fais, donc ce travail, je l'ai fait en France, je l'ai fait aux États-Unis. Et mon champ d'action, en fait, touche un peu partout dans le monde entier. Et comme je disais à Justine plus tôt aujourd'hui, en fait, ça touche un peu moins la France. Mais bon, il n'empêche que voilà, c'est toujours le même principe dans tous les cas. Et ce soir, en fait, je vais me faire une joie en fait, de vous partager en fait, une partie en fait, de mon expérience. Ce ne sera pas tout. En fait, je ne peux pas parler de tout en 30 minutes, mais dans tous les cas, en fait, j'essaierai de partager au plus en fait, ce thème, en fait, sur les défis et les opportunités en fait, du commerce international agricole. Pourquoi agricole? J'ai choisi agricole parce qu'aussi l'agriculture, c'est quelque chose qui me passionne énormément. Donc, tout ce qui est la terre, tout ce qui touche l'agriculture en fait, aussi me passionne énormément. Et j'ai choisi justement ce thème parce qu'en fait, aussi, c'est un enjeu aussi qui est mondial. C'est un enjeu, en fait, quelque chose qui nous touche donc au jour le jour. Et c'est quelque chose, en fait, que tout le monde mange. Voilà, tout le monde mange. On ne sait pas de choses qu'on mange, mais on mange, dans tous les cas.
Et donc, je vais commencer. Donc, je vais vous faire une petite présentation. Et n'hésitez pas, en fait, si vous avez des questions, vous pouvez les écrire dans le chat ou vous pouvez les écrire dans le chat et puis Laetitia ou encore Jocelyne vont les poser les questions donc, à la fin en fait, de la présentation. Donc, voilà. Donc, on va commencer. Alors, est-ce que vous me voyez? Est-ce que vous voyez mon écran? Très bien. Oui. OK, super. Donc, j'ai choisi, donc, comme je disais, ce thème commerce agricole international, défis et opportunités, parce que c'est un thème qui est d'actualité et puis aussi c'est un sujet qui évolue énormément dans un contexte qui est de plus en plus, je vais dire, difficile, compliqué, complexe, mais où, en fait, même s'il y a ces complexités, il y a quand même aussi des opportunités et des choses à faire aussi, justement, dans ce contexte-ci. Donc, brièvement, je vais commencer par vous introduire, en fait, ce que c'est que hop, voilà, une petite introduction. En fait, ça va vous dire, en fait, ce que c'est que le commerce international en tant que tel. Quand on parle de commerce international, en fait, on parle d'échange, on parle de flux, on parle d'échange, on parle aussi, en fait, de mouvements, en fait, de services, de mouvements, en fait, de biens d'un pays à un autre. Ça peut, comme je disais, ça peut être des biens ou encore aussi des services parce que ça englobe tout. Et ces flux, en fait, se font de différentes manières. Ça peut se faire, en fait, par route, ça peut se faire par la voie ferrée, ça peut se faire par avion ou ça peut se faire aussi par navire. En fait, dans ce milieu, en fait, ce qui se fait le plus souvent, c'est tout simplement, en fait, tout ce qui est voyage en navire parce que on peut transporter beaucoup plus de volume par bateau que par avion ou encore par voie ferrée. Et puis aussi, c'est pas tout le monde qui dispose de toutes les infrastructures donc, dans les différents pays. Et c'est pour ça qu'en fait, ce qui est le plus répandu en fait, en termes d'utilisation en fait, de moyens pour ce flux, c'est souvent la voie maritime avec des conteneurs ou encore des porte-conteneurs ou encore tout simplement du transport dans des cales de navires pour prendre encore plus de volume. Ensuite, pourquoi en fait, quel est l'objectif en fait de ce commerce international? Là, on a beaucoup de gens qui sont de la diaspora. On a beaucoup de gens en fait qui ont certains besoins auxquels ils veulent répondre. Si aujourd'hui je veux manger, pas que je le fasse, mais je veux manger du kangourou par exemple, ça va venir d'Australie. Et si je veux que ça vienne d'Australie, ben voilà, j'ai envie de manger du kangourou qui vient d'Australie. Il va falloir ramener ce kangourou depuis l'Australie et puis me le ramener justement à là où je suis, donc à Bordeaux. Et pour ce faire, en fait, c'est tout simplement des besoins en fait, que certaines personnes ont de choses qui, en fait, aussi engendrent ce flux en fait, entre les différentes nations. Et en fait, je dis ça, je prends un exemple de kangourou, mais en fait, il y a aussi des produits de nécessité, des produits basiques qui sont nécessaires en fait, à notre vie de tous les jours, en fait, qu'on transporte aussi d'un pays à un autre. Voilà. Et donc, le but de ce flux, c'est tout simplement pouvoir ramener un bien, une marchandise, un service d'un point A à un point B. Voilà. Et ce soir, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une petite analyse de tout ce qui est commerce agricole international avec les défis et les opportunités, en vous présentant en fait les forces, les faiblesses, les opportunités, les menaces en fait qu'il y a sur ce marché-là. Donc, on va commencer par les forces. On va commencer par les forces. Les forces, dans ce secteur, tout simplement, il y a une abondance de ressources naturelles. Abondance de ressources naturelles. Par exemple, on va prendre les téléphones portables. On sait tous que pour avoir un téléphone portable, ben, ceux qui les fabriquent ne sont pas en fait ceux qui ont les matières premières, les ressources qu'il faut pour les fabriquer. Donc, on va avoir besoin, par exemple, de tout ce qui est uranium, ou pas uranium, mais tout ce qui est
lithium pour les batteries. On va avoir besoin de ça et on va les trouver en fait dans certains pays comme la RDC par exemple, où il va y avoir énormément en fait de ces minerais en fait dont on a besoin donc pour fabriquer les téléphones portables ou encore d'autres biens. Et cette abondance de ressources naturelles, voilà, comme je disais, ça ne se trouve pas forcément en fait dans les pays en fait producteurs ou utilisateurs en fait de ces matières, de ces ressources naturelles. Donc il y a ça d'abord. Ensuite, après, il y a aussi une demande mondiale pour différentes commodités, quand je dis commodités, pour différentes, comment dire ça aussi, il y a différents besoins. Et comme on parle de commerce agricole, je parle de commodité, il va y avoir des besoins en fait pour, comme je dis, des besoins en fait basiques, que ce soit du maïs ou encore du blé, ou encore peut y avoir un besoin de tout ce qui est, disons par exemple des oranges aussi, dans un pays où il y a des choses qui sont saisonnières et puis dans d'autres pays, ce n'est pas saisonnier. Donc, il va y avoir une demande stable en fait des produits de consommation donc, habituels. Et les forces aussi va être tout simplement l'exportation à haute valeur ajoutée. Prenons par exemple une exportation de quelque chose qui a haute valeur ajoutée. Quand je prends un produit agricole basique comme par exemple le cacao. Si je prends le cacao et que je l'exporte, en fait, je n'ai pas de valeur ajoutée, mais si je prends le cacao et que je le transforme en liqueur, c'est le premier produit en fait qui dérive en fait de la transformation du cacao. Là, j'ajoute de la valeur en fait à mon cacao pour pouvoir en fait l'exporter et je peux en fait le vendre un peu plus cher en fait que la valeur en fait à son état naturel, à son état pur. Donc, en fait, exportation à haute valeur ajoutée, c'est tout simplement tout ce qui concerne la transformation d'un produit donc, basique, donc d'un produit basique, en un produit en fait qui va être transformé. Et une fois que c'est transformé, en fait, ce produit, on rajoute de la valeur et cette valeur qui est rajoutée, elle est exportable et ça rapporte donc plus d'argent. Ensuite, il y a aussi les forces aussi, ça va être les technologies modernes, c'est-à-dire que le marché agricole est en constante évolution. Et il y a beaucoup de choses en fait qui l'impactent aujourd'hui. Il y a de nouvelles technologies. C'est vrai que maintenant aujourd'hui, par exemple, quelqu'un qui fait aux États-Unis, par exemple, qui cultive du blé, qui vend du blé, va être sur son camion. Il va être en train en fait de faucher tout ce qui est en fait blé dans son champ. Et il va avoir en fait le marché en direct sur son écran. Et quand quelqu'un va vouloir en fait acheter en fait son blé, il va chaque mois connaître la valeur en fait de sa marchandise. À ce moment-là, à l'instant T, en fait, il est en train de faire une transaction avec un tiers. Et il y a aussi, en fait, quand on parle aussi de ces technologies modernes, il y a aussi de plus en plus la possibilité aussi de tester les sols. Donc, c'est facile de tester les sols, de savoir en fait quel est le pH du sol assez rapidement, sans passer par un laboratoire. Il y a des outils en fait qui aident donc à faire ça assez rapidement. Pourquoi tester en fait le pH du sol? C'est pour savoir en fait quoi planter dessus et pour pouvoir en fait planter ce qu'il faut pour qu'il y aura un bon développement, bien savoir aussi comment amender la terre, s'il faut l'amender pour pouvoir ensuite cultiver ce qu'on veut cultiver. Donc, il y a aussi dans ces technologies modernes, il y a le développement en fait des cultures donc, qui sont hors sol, développement de l'aquaponie. Aquaponie, ça veut dire en fait que on fait des cultures en fait avec de l'eau, sur l'eau avec de l'eau, et puis on apporte en fait toutes les matières dont cette eau a besoin en fait pour nourrir la plante. Et on fait en même temps avec l'aquaponie. En dessous, on peut faire aussi un élevage de l'aquaculture combiné avec l'aquaponie. Donc aujourd'hui, vraiment, il y a beaucoup de développements en fait, qui se font, qui font que les rendements, en fait, en termes de ce qu'on reçoit, les rendements, en fait, sont plus élevés qu'avant. Voilà. Donc là, ce sont quelques forces donc, en ce qui concerne le secteur du commerce agricole international. Et en fait, je vais passer ensuite à tout ce qui est faiblesse. Beaucoup de faiblesses aussi. Tout le monde le sait et l'entend. On parle de réchauffement climatique,
On parle les gens disent souvent maintenant, on ne comprend pas ce qui se passe. On ne dirait pas qu'on est en hiver, on se croirait au printemps, il fait trop chaud, il fait trop froid, on ne comprend plus rien. Effectivement, il y a vraiment il y a le climat qui change, il y a vraiment, il y a vraiment des choses en fait qu'on ne maîtrise pas, voilà, que les gens ne peuvent pas maîtriser et qui en fait ont un impact direct sur tout ce qui est en fait récolte, qui a un impact en fait sur en fait les rendements. On parle aussi de catastrophes naturelles, de plus en plus de cyclones, de typhons, bon, beaucoup d'inondations aussi. Et ça devient en fait le vocabulaire maintenant de chaque jour, de ce qu'on entend de plus en plus. Donc, ce commerce en fait agricole international est directement impacté justement par les conditions climatiques. Aussi, ce qui se passe aussi, c'est qu'il y a une faible mécanisation dans certains pays. À savoir qu'en fait, tous les pays ne sont pas au même niveau. Donc, quand on parle de technologie moderne, il y a encore des gens, voilà, pendant que le paysan américain, donc sur son tracteur en train de faucher son blé, ben, il y en a encore dans certains pays qui sont en train de l'arracher, de couper en fait le blé, de faucher le blé avec un appareil manuel. Et donc, ce n'est pas du tout la même manière de travailler, ce n'est pas le même rendement. Donc, alors que voilà, d'autres pays, voilà, il y a certains pays qui voient, tout le monde n'est pas au même pied, sur le même pied d'égalité. Voilà, c'est ce que je veux dire. Donc, après aussi, ce qu'il y a, c'est qu'aussi, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des pertes de récolte. Donc, ces pertes de récolte qui se font, il y a le fait qu'il y ait un impact climatique donc, sur les récoltes, mais il y a aussi une autre chose, c'est qu'il peut y avoir aussi des maladies. Donc il peut y avoir aussi des maladies en fait sur les récoltes. Et le fait que c'est pas tout le monde qui a le savoir-faire justement en fait pour savoir comment conserver, comment maintenir, comment assurer en fait la qualité en fait de la récolte en tant que telle. Et ça aussi, c'est tout un savoir-faire qui n'est pas toujours maîtrisé en fait par tout le monde. Et puis, il faut savoir aussi que les gens ne sont pas forcément formés et que certains agriculteurs, tout ce qu'ils font, c'est vraiment de l'agriculture parce qu'en fait, c'est aussi tout d'abord, en fait, la première chose, en fait, en termes de nécessité, c'est vraiment comment est-ce que je vais manger, comment est-ce que je vais planter, comment est-ce que je vais tout simplement récupérer ma récolte. Et il y a des questions que les gens ne se posent pas toujours forcément. Voilà. Après, il y a aussi tout ce qui est volatilité des prix. Donc, je suis un paysan, je suis dans le secteur agricole et voilà que disons que j'ai par exemple du maïs. Voilà, j'ai du maïs, j'ai mon maïs et puis mon maïs, en fait, en fait, les cotés. Voilà, quand je dis coté, ça veut dire qu'en fait, c'est pas moi qui fixe le prix, le vrai prix de ça. Il est sur un marché. Et ce marché sur lequel je peux trouver le prix de mon maïs, il est soit donc aux États-Unis, soit il est en Europe. Et en fait, je ne contrôle pas du tout en fait le prix de ce que de ce que je vais vendre. Voilà. Je ne le contrôle pas toujours, je ne le maîtrise pas toujours. Ou ce que je veux acheter, il peut être bas, il peut être haut, il peut être élevé. Et quand je me mets en fait en tant que vendeur et que je veux acheter par exemple du maïs et qu'en fait mon maïs, son prix augmente de manière exponentielle, je ne suis plus en mesure en fait d'acheter cette marchandise-là. Et quand c'est une faiblesse aussi, c'est que dans le milieu par exemple du cacao, ce qui a fait en fait la une des journaux donc l'année dernière, on a eu du cacao en fait il y a eu une pénurie de cacao à un moment. Et on s'est retrouvé en fait on s'est retrouvé avec des prix de cacao qui sont passés, qui ont doublé, voire triplé. On est passé par exemple d'un prix de 3000 livres sterling à la tonne
à 10 000 sterling la tonne. Et tout cela, en fait, pour acheter, en fait, cette marchandise, il faut de l'argent, il faut des ressources, et c'est pas toujours évident de trouver, en fait, le financement qu'il faut pour, en fait, acheter. Donc, des fois, en fait, voilà, quand le prix des commodités agricoles donc, sont indexés donc, sur des marchés, c'est vrai que ça monte, ça descend. Et puis, ce n'est pas tout le monde, en fait, qui a la maîtrise de savoir, en fait, comment gérer, en fait, une stabilité de prix et comment, en fait, se protéger par rapport, en fait, à un marché qui est volatile. Après, il y a aussi, en termes de faiblesse, tout ce qui est barrière à l'exportation. Une barrière à l'exportation, ça peut être quoi? Ça peut être tout simplement que, voilà, je suis pays producteur, en fait, de maïs. Je reprends l'exemple du maïs. Et puis, il y a des gens qui veulent exporter du maïs, importer du maïs chez moi. Et je me dis, mon maïs, il peut pas être, le maïs qui va rentrer ne peut pas être, en fait, moins cher, en fait, que le maïs que je suis en train de vendre. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement mettre des taxes. Je vais mettre des normes qui vont faire que tout simplement la personne qui veut entrer dans mon marché ne va pas pouvoir le faire parce qu'il va y avoir trop de barrières. Ce sera trop cher pour quelqu'un qui est dans le pays, qui est dans le pays. Ce sera trop cher en fait que cette personne-là achète ce maïs et le rentre en fait dans le pays où je suis. Euh, c'est aussi le cas qui est aussi d'actualité avec le président Trump qui a tout simplement mis aussi plein de barrières pas plein de barrières en fait à l'importation. Du coup, ça impacte l'exportation. Et ça veut dire que tout simplement, quelqu'un qui est français qui veut envoyer son foie gras aux États-Unis, ben, les Américains vont se dire, ben non, on ne veut plus acheter de foie gras parce que tout simplement, c'est trop cher, parce qu'il y a trop de taxes en fait qui sont dessus. Et puis aussi, les barrières à l'exportation, il y a aussi des normes qui concernent aussi, là je parle de local, vraiment localement, ça va être aussi des normes en fait qui vont être mises en place donc par des pays en fait acheteurs en fait des commodités en fait qu'un pays peut exporter. Et ça peut être des normes environnementales. Et c'est de plus en plus le cas. Des normes environnementales, en fait, des normes qui vont qui a une relation directe avec le changement donc, climatique. Et ça fait aussi partie en fait de ces barrières à l'exportation. Donc, je ne peux pas exporter parce que ce que je suis en train de vendre ne répond pas aux spécificités en fait du pays dans lequel je veux l'exporter. Donc, il y a ces barrières-là aussi qui existent. Donc, ensuite, ce qu'on va faire, donc, on va passer maintenant donc, aux opportunités qu'il y a sur ce marché. Et donc, il y a beaucoup d'opportunités. C'est vrai que, bon, elles sont toujours pas connues, mais il y a aussi il y a tout d'abord la croissance de la demande alimentaire. Croissance de la demande alimentaire, déjà, c'est aussi en parallèle avec augmentation aussi de la population mondiale. Donc, il y a augmentation de population mondiale et qui dit augmentation de population mondiale dit aussi voilà, qu'il y a une demande qui est là et une demande qui est là de ce que les gens en fait peuvent produire et la personne en fait son la personne en fait qui a son champ, qui a sa plantation euh, peut effectivement contribuer à nourrir une partie de la population et à répondre en fait à une demande qui est de plus en plus grandissante et de plus en plus on va dire aussi, elle est grandissante la demande aussi, mais il y a beaucoup de choses aussi elle est aussi de plus en plus qualitative. Voilà. Ce qui me ramène à mon deuxième point, c'est qu'en fait, dans tout ce qui est commerce agricole international, il y a aussi des niches. Il y a des niches en fait où on peut se positionner. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je choisis en fait de me positionner d'une certaine manière donc sur le marché. Je ne fais pas comme tout le monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je peux me dire, je vais vendre mon maïs. Effectivement, je vais vendre mon maïs. Tout le monde achète mon maïs. Mon maïs n'a rien de particulier, donc je peux le vendre à beaucoup de gens. Mais ce qui représente une valeur ajoutée, c'est de rentrer en fait, de se concentrer donc sur une niche. Et cette niche, ça peut être tout simplement tout ce qui est alimentation biologique. Il y a vraiment un besoin aussi grandissant en fait de la population parce que les gens veulent de plus en plus, ils sont de plus en plus conscients de tout ce qui est sécurité alimentaire. Ils veulent savoir, ils veulent vraiment se dire, voilà, je mange sain, je mange bio. Donc, quelqu'un qui se positionne en fait sur le bio
a de fortes chances en fait de vraiment en fait vendre un peu plus de sa marchandise un peu plus cher en fait que la personne qui vend tout simplement du, du maïs non certifié. Ensuite, il y a aussi tout ce qui est commerce équitable. Il y a une génération aussi, voilà, dans laquelle, comme on dit, les Gen Z, qui sont de plus en plus demandeurs, en fait, de tout ce qui est équité. Donc, il faut que le commerce il soit équitable, il faut qu'en fait, quand il y a ces échanges de matières premières, qu'il y ait vraiment le juste prix qui soit donné donc, aux producteurs locaux. Et les gens, ils veulent savoir, même en France, on va voir en fait sur des packs en fait de lait qu'il a indiqué voilà, que tel montant a été payé donc, aux producteurs. Et les gens, ça les rassure aussi de savoir que même s'ils paient un peu plus cher ce qu'ils sont en train de payer, ils sont contents de savoir en fait que le producteur a eu aussi une part équitable dans tout ce qu'il y a dans la transaction. Ensuite, il y a aussi les innovations en fait, technologiques. J'ai touché un peu ce point plus tôt. Et tout ce qui est innovation technologique, ça va être l'IA aussi au service de tout ce qui est commerce agricole, tout ce qui est agricole. Il va y avoir aussi tout ce qui est l'utilisation de moyens de la technologie en fait au service de l'agriculture. Et quand on parle de ça, ça va être aussi en fait le fait de pouvoir produire des engrais de plus en plus efficaces. Ça va être le fait d'utiliser aussi tout ce qui est même quand je disais tout à l'heure, l'IA, ça va être même demander au fait de ChatGPT comment est-ce que je peux faire pour augmenter mon rendement en mettant les bons prompts. Ça aussi, ça marche. Et puis aussi, l'innovation technologique, ça va toucher aussi tout ce qui est aquaponie, tout ce qui est aussi aquaculture. Euh, Ensuite, il y a dans les opportunités tout ce qui est accord de libre-échange. L'un les plus anciens dont je me souviens, ça va être les accords ACP-CE. Donc, ces accords, en fait, te permettent de pouvoir, parce qu'avant, on avait parlé donc de tout ce qui était barrière à l'exportation. Et puis là, en fait, ce qui va faciliter les échanges, ça va être justement les accords de libre-échange donc, entre les différents pays. Et ces accords, en fait, ça permet de pouvoir acheter, importer à moindre coût. Quand je dis à moindre coût, à moindre taxe ou sans taxe, c'est-à-dire il y a des produits en fait qui arrivent en Europe, qui arrivent aux États-Unis, où en fait le taux d'imposition par rapport aux taxes, une fois que la marchandise a été dédouanée, en fait il y a 0 taxes qui sont payées dessus. Et donc c'est quelque chose qui permet en fait d'avoir un produit moins cher. Et ça permet en fait aussi d'avoir un produit en fait qui est plus compétitif aussi voilà à l'achat et à d'autres accords de libre-échange. Il y en a donc sur le Mercosur, il y en a aussi même en Afrique, donc dans la CEDEAO, des accords de libre-échange. Donc c'est quelque chose vraiment qui est développé entre les pays qui s'entendent, soit en fait de manière locale, quand je dis de manière locale dans une sous-région, ou encore vraiment à l'international. Et, et les accords dont je parlais tout à l'heure, les accords ACP-CE, c'est des choses qui ont touché l'Europe, ensuite l'Afrique, les Caraïbes et Pacifique. Donc, ça a vraiment une grande étendue. Et puis, ce sont des accords qui ont été ratifiés à différents moments, en fait, pour suivre l'évolution du marché. Après, une pratique aussi dans les opportunités qui est de plus en plus récurrente, c'est tout ce qui est durabilité et pratique écologique. Là, on va parler en fait de tout ce qui est normes de certification en durabilité. Et en durabilité, quand je parle de pratiques de durabilité, ça va être des choses qui vont faire de manière qui va faire que les agriculteurs restent des agriculteurs. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont éviter les exodes ruraux. Qui vont faire tout simplement que
si par exemple il y a un paysan qui est au fin fond du Pérou, qui a du mal en fait à s'en sortir, qui se dit qu'un jour, voilà, je veux quitter en fait ma campagne en fait pour aller en ville, ben, il y a des choses qui sont mises en place en fait pour justement aider en donnant des semences donc, à ces agriculteurs. Et puis, il y a aussi le fait d'accompagner donc, au fait, ces agriculteurs aussi afin de pratiquer plus d'agriculture qu'on appelle le durable, à savoir en faisant de l'agroécologie ou encore en utilisant moins de pesticides, moins d'engrais. Donc, il y a des choses vraiment qui leur sont apprises. Et puis, il y a des certifications aussi que les gens prennent, justement, dans la continuité donc, de tout ce qui est fait dans la durabilité. Ces certifications, ça va concerner des entreprises qu'on appelle, par exemple, Rainforest, des certifications qui s'appellent Rainforest. Et Rainforest, souvent, c'est la petite grenouille, la petite rainette qu'on va voir sur le thé, par exemple, ou encore des bananes. Donc, c'est des certifications comment on appelle ça, qui non seulement rassurent les industriels, mais qui rassurent aussi, en fait, les, les producteurs, parce qu'en fait, ça veut dire qu'il y a toute une éthique qui a été mise en place pour la culture. De tout ce qui est tout ce qui a été cultivé, il y a toute une comment on appelle ça, il y a eu un cahier des charges qui a été respecté. Et j'ai parlé de Rainforest, il y a aussi Fairtrade. Et Fairtrade, souvent, c'est en logo, ça va être le yin et le yang. Et ça va être souvent sur les bananes. Souvent, on voit beaucoup de bananes Fairtrade dans le commerce. Et c'est une certification supplémentaire qui permet aussi voilà, de vendre avec une prime supplémentaire un produit qu'on aurait vendu moins cher sans certification. Donc ça, ce sont les opportunités à saisir, c'est-à-dire se faire certifier pour pouvoir vendre plus cher. Ça marche aussi bien dans tout ce qui est exportation et importation donc de matières premières agricoles, de matières agricoles. Ensuite, on va parler des menaces. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, il y a tout ce qui est changement climatique. Changement climatique, on ne sait pas en fait comment les choses vont, comment le climat évolue. On essaie en fait de baisser le bilan carbone partout. Et ce n'est pas tout le monde qui suit donc, dans cette lancée. Et du coup, ça a ses conséquences. Et ce changement climatique a un impact, c'est qu'il peut y avoir tout simplement une baisse de l'offre une baisse des cultures, des destructions de cultures entières, ce qui fait qu'en fait, il y a aussi des maladies, parce que ça va de pair aussi. Changement climatique, ça va de pair avec rendement, ça va de pair avec maladie. Il y a aussi dans ces menaces, bien évidemment, quand on est sur un marché, il y a beaucoup de concurrence. C'est-à-dire qu'on n'est pas les seuls. C'est-à-dire que moi, encore une fois, je viens avec mon exemple de maïs. Je ne suis pas la seule à vendre du maïs. Il y a peut-être quelqu'un qui est un peu plus désespéré que moi et qui veut absolument vendre son maïs. Et voilà, il a un prix plus compétitif ou il a encore un taux, il a quelque chose, un avantage concurrentiel par rapport à moi. Donc, la concurrence internationale est rude et il faut savoir que quand on parle de matières premières, de matières agricoles, il y a plusieurs pays qui sont producteurs et la qualité en fait de chaque produit est différente en fonction en fait du pays d'origination. Mais en fait, voilà, il y a des histoires aussi de prix, puisque tout le monde n'utilise pas non plus la même devise en fait pour traiter, en fait, pour acheter en fait la marchandise qu'elle est en train d'acheter. Donc, il y a cette concurrence aussi qui est là. Donc, il faut savoir en fait comment valoriser en fait ces produits par rapport à un autre pays. Après, il y a aussi tout ce qui est protectionnisme. Et quand on parle de protectionnisme, j'ai touché aussi tout à l'heure, c'est aussi ce que le président Donald Trump est en train de faire. Il veut protéger aussi tout ce qui est dans son pays. Le protectionnisme des pays, ça veut dire que tout simplement, quand un pays adopte cette stratégie protectionniste, ça veut dire qu'en fait, il y a interdiction, dans certains cas, en fait,
d'importer certaines matières agricoles tout simplement. Ou bien, par exemple, j'ai le cas aussi, par exemple, de café qui venait d'Équateur, en fait, qui était interdit d'importation, par exemple, aux États-Unis, tout simplement pour une histoire, en fait, de maladie qui pouvait originer, en fait, de ce pays-là et que dont les États-Unis n'en voulaient pas chez eux. Donc, protectionnisme, c'est plus, voilà, le but de ça, c'est plus, en fait, de protéger son marché par rapport, en fait, à tout ce qui peut arriver, en fait, de l'extérieur. Nous avons aussi, bien évidemment, en termes de menaces, tout ce qui est instabilité politique. Instabilité politique, ça touche un peu plus les pays qui sont donc en développement. Et cette instabilité politique, en fait, déplace les gens. C'est-à-dire que les gens qui, à la base, en fait, sont des agriculteurs, ne peuvent plus en fait pratiquer leur métier tout simplement parce qu'il y a des risques soit de terrorisme, soit des risques ou ben, des fois tout simplement le fait que le désert ait pris de la place en fait aussi, pas le désert, pardon, le fait qu'il y ait des terroristes ou encore des groupes en fait qui viennent en fait les éliminer en fait qui font que ils peuvent plus faire ce qu'ils faisaient avant. Donc il peut y avoir des camps de déplacés qui font que en fait tout simplement on ne peut plus en fait exporter ce qu'on aurait pu exporter avant. Je prends l'exemple par exemple du Nigeria avec dans le nord Boko Haram et où il y a eu plusieurs villages en fait d'agriculteurs qui ont été attaqués et que comme ils ont été attaqués, ben, comme dans le nord, ils produisaient ben, de l'oignon, le prix de l'oignon est passé donc disons de 50 centimes à 5 euros, 5 euros le kilo. Voilà, c'était vraiment ce qui cause ensuite beaucoup d'inflation en fait dans un pays, quoi. Donc, qui dit inflation dit que déjà, il faut s'occuper de la production locale. Il faut que ceux qui sont là, donc localement, puissent se nourrir. Et ces instabilités politiques font qu'en fait, la production qui aurait dû avoir normalement ne peut pas se faire comme il faut. Ensuite, on va parler aussi dans les menaces de tout ce qui est pandémie et de crise sanitaire. La sécurité alimentaire est vraiment quelque chose qui est au cœur aussi de tout ce qui est importation et exportation parce qu'il y a beaucoup de risques qui peuvent être liés donc, à ça. On a vu avec la récente pandémie donc, du Covid que les gens se sont enfermés chez eux, on ne pouvait pas sortir comme il fallait et donc qu'est-ce que ça a fait? Ben, dans certains pays, ben, il y a eu la rationalisation tout simplement en fait, des cultures. Hein. Les gens n'ont pas pu sortir, et puis comme ils n'ont pas pu sortir, mais, comme ils n'ont pas pu sortir, mais ils n'ont pas pu cultiver, ils n'ont pas pu faire en fait ce il fallait en fait pour certains d'entre eux en fait subvenir à leurs besoins basiques. Et aussi, quand on parle de crise sanitaire aussi, ce qui se passe, c'est que ces crises sanitaires aussi sont liées aussi au climat, finalement, parce que elles sont pas que, mais partiellement. Et cette crise sanitaire, ça peut être aussi lié à l'utilisation, en fait, soit des engrais qui sont trop chimiques, soit aussi tout simplement à des maladies aussi qui peuvent à des maladies aussi qui peuvent vraiment s'attaquer vraiment aux plantes ou encore ça peut être aussi une conséquence tout simplement ben, de tout ce qui est changement dans la manière en fait dans la chaîne alimentaire. Et puis en dernier, ce dont je voulais parler aussi, c'est en fait aussi euh, la pression qu'il peut y avoir aussi sur les ressources qui sont naturelles. Quand je dis pression sur les ressources qui sont naturelles, ça peut être par exemple que les gens veulent tout simplement plus il y a une hyperconsommation. Voilà, il peut y avoir une hyperconsommation, ou bien il peut y avoir aussi euh, le fait de vouloir mettre la priorité en fait sur la déforestation, par exemple.
où les gens veulent de l'argent en utilisant justement vraiment ce qu'ils ont à leur disposition. Et ça concerne plus, je dirais, plus en fait les pays en fait producteurs en réalité. Et où des fois on retrouve vraiment des gens qui ils mettent trop de pression en fait sur la terre. Ils mettent trop de pression avec donc tout ce qui est pesticides, tout ce qui est pesticides ou encore tout ce qui est comment dire ça? Ou déforestation, c'est-à-dire que ce qui privilégie, c'est plus le fait de produire que en fait, le fait d'avoir un équilibre dans tout ce qui est agriculture. Voilà. Et la conséquence de ça, c'est tout simplement en fait la détérioration de la nature en tant que telle. Donc, il y a vraiment le fait il y a vraiment cette préservation en fait, de la nature qui est là. Les gens disent, les bailleurs internationaux ou encore les groupes internationaux disent en fait qu'il faut privilégier en fait la conservation en fait de tout ce qui est ressources naturelles. Et il y a cette pression aussi qui est mise parce que les gens, ce qu'ils veulent, c'est plus avoir de l'argent pour subvenir à leurs besoins. Voilà, c'est un peu contradictoire entre ce que les uns veulent et ce que les autres veulent, mais c'est aussi une pression qui est là et qui amène aussi des normes qui font qu'en fait, ça empêche en fait les gens de pouvoir, ou ça empêche en fait que les gens puissent profiter ou plutôt puissent exploiter en fait leurs ressources naturelles en tant que telles. Donc, c'est un peu un frein et une menace qui est là, pas par rapport en fait aux gens qui ont ces ressources-là, mais par rapport en fait aux gens qui ne l'ont pas et qui veulent acheter et qui en fait par rapport à tout ce qui est changement climatique, par rapport à tout ce qui est bilan carbone, on préserve, il y a en fait ce besoin de pouvoir privilégier en fait euh, le manque d'exploitation de ces ressources plutôt qu'en fait de faire une agriculture en fait qui empêcherait en fait ces ressources naturelles d'exister. Voilà. Donc je vais rester là donc avec les menaces, comme j'ai dit en fait, c'est pour pouvoir parler de tout ça. C'est vraiment, comme on dit en anglais, in a nutshell, une présentation succincte en fait de tout ce qui est commerce agricole international parce que c'est vraiment un sujet qui est vaste et qu'on ne peut pas terminer, voilà, qu'on ne peut pas complètement aborder en une fois. Donc, en fait, en ce qui concerne voilà, la conclusion pour conclure par rapport à ce sujet, donc dire que tout simplement il faudrait qu'on puisse maximiser nos forces, c'est-à-dire exploiter les avantages naturels et technologiques pour renforcer la compétitivité des exportations agricoles. Il faut qu'on puisse surmonter aussi les faiblesses, c'est-à-dire qu'il faut investir dans les infrastructures de stockage et de transport pour réduire donc les pertes post-récolte. Il faut donc saisir les opportunités, cibler les marchés niches, donc bio-équitables, et adopter des technologies innovantes pour améliorer la productivité. Et enfin, pour atténuer les menaces, il faut diversifier les cultures et les marchés pour réduire la dépendance aux conditions climatiques et aux instabilités politiques. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci, merci énormément, Chinyere Onuma. Merci pour cette présentation. Nous avons appris énormément de choses. Alors, nous allons retirer le partage d'écran. Regarde si tu peux. Voilà, voilà, voilà. En tout cas, merci beaucoup, beaucoup, Chinyere. Nous avons énormément de questions. Et on va passer aux questions de suite. Laetitia nous a posé une question. Est-ce que les technologies qui indiquent le coût des marchés et le pH du sol sont disponibles en Afrique? Oui, ça dépend en fait des moyens que chacun a. Ça va être la première réponse, mais tout ce qui est tout ce qui concerne en fait la mesure du pH, vraiment très abordable, on peut le trouver partout. C'est une petite machine, un instrument qui est vraiment abordable
Et ça peut se faire, oui, on peut l'avoir. Et puis effectivement, pardon, en ce qui concerne le prix des marchés, je reviens donc sur ma réponse. On peut l'avoir sur son téléphone tout simplement aussi, hein. Sauf qu'en fait, le problème avec le téléphone, c'est qu'on peut pas être sur son tracteur. Et puis voilà, il faut Et cliquer oui, directement pour changer en fait, pour voir le marché, l'écran qui se ferme, etc. Alors qu'aux États-Unis, effectivement, c'est des écrans qui sont intégrés à la place du GPS, à côté du GPS voilà, sur le tableau de bord. mhm. Et nous avons aussi une question de Landy. À partir de quand peut-on changer d'échelle pour un produit qui se vend bien sur le marché local national? Et quels sont les critères qui permettent de savoir qu'on peut passer à l'international? Est-ce que je peux juste avoir la première partie de la question? Alors, la première, excuse-moi, j'aurais bien fait de m'arrêter, effectivement. À partir de quand peut-on changer d'échelle pour un produit qui se vend bien sur le marché local national? Donc, À c'est au part- niveau national, voilà, un produit qui se vend bien. D'accord, donc en fait, c'est savoir comment passer du national donc à l'international. Oui. Ah, ok, Quels sont les critères, hein? mais c'est une question en fait d'étude de marché, c'est une question de demande, c'est savoir où ça va aller, qui c'est qui s'en sert, comment est-ce qu'on s'en sert, est-ce que ça c'est utile ailleurs, mais tout se vend et tout se vend à D'accord. l'intérieur. Et puis, il y avait Laetitia qui a envoyé notre question. Elle demande si on peut se protéger contre un marché qui monte. Oui, ben, on peut se protéger c'est des termes qui sont, oui, on peut se protéger. En fait, si, en fait, comment dire ça? Le marché, en fait, c'est sur la bourse. Et donc, contre un marché qui monte, le marché montera toujours, hein. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on peut faire, tout simplement, c'est limiter ses pertes. C'est limiter ses pertes, c'est-à-dire que si on est acheteur, on peut limiter ses pertes en faisant ce qu'on appelle un hedging. Un hedging, ça veut dire tout simplement qu'on fige en fait le profit que tu as voilà, à l'instant A, quoi, à l'instant T. Mais est-ce on peut être prudent et puis ça dépend une fois de plus de comment on se place. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut se protéger contre un marché qui monte? Ça dépend de qui est en train de faire quoi aussi. Ça dépend en fait si le marché qui est en train de monter, est-ce que en fait, ça veut dire que on est acheteur et que le marché est en train de monter. Qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ce marché qui monte? Mais c'est-à-dire que de toute façon, quand le marché monte et quand on achète et qu'on vend, il faut savoir comment on vend. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que déjà, d'une part, par rapport, il y a des instruments financiers donc, sur le marché qu'on peut utiliser donc, en fait, pour figer au moins un profit. Et puis ensuite, après, c'est vraiment une stratégie commerciale qu'il faut mettre en place pour limiter les pertes. D'accord, merci beaucoup. Et nous avons une autre question. Alors, c'est Cindy qui demande, est-ce que tu peux citer quelques noms d'accords libre-échange? Ben, il y a le Mercosur. Ensuite, il y a, comme je disais, les accords donc, ACPCE. Il y a des accords aussi au niveau de la CEDEAO pour la Mhm. libre circulation des biens. Après, je ne connais pas le nom qui est exactement, mais le Maroc aussi a ouvert son marché aussi aux produits donc, qui viennent aussi de la CEDEAO. Mais quand je dis CEDEAO, donc c'est les pays de l'Afrique, donc de l'Ouest. Mais voilà, et puis aussi, il y a le Mercosur, et puis il y en a un autre aussi qui se trouve il y en avait un qui est entre les États-Unis et le Canada, je ne me rappelle plus exactement du nom, mais je pourrais le retrouver et puis lui indiquer si besoin plus tard. Voilà. Et puis, il y a lui à Togo, voilà, qui demande si c'est possible d'avoir la présentation. Oui, bien sûr. Voilà. En tout cas, nous n'avons plus de questions. En tout cas, merci beaucoup, Timiré. Merci beaucoup pour ta présentation. C'est vrai que ce marché que moi, personnellement, je ne connais pas du tout, donc j'ai appris énormément. En tout cas, merci. Je pense que nos internautes ce soir, hein, tous ceux qui sont présents avec nous ont appris. Et je sais que d'autres personnes vont se connecter, qui n'ont pas pu se connecter avec nous ce soir, qui vont se connecter pour voir voilà, pour voir le replay. En tout cas, énormément merci, Tinéré. Et pour finir, nous allons te remettre, je dirais, le mot de la fin. Euh, je te laisse continuer. Voilà pour l'appel. OK. Donc, comme Jocelyne l'a dit depuis le départ, donc, nous sommes donc, un groupe chrétien et tout ce que nous faisons, en fait, nous le faisons aussi pour la gloire de Dieu.
parce que c'est Dieu donc qui est toujours la tête dans tout ce que nous faisons. Et nous voulons aussi saisir cette opportunité en fait pour demander aux gens donc qui ne croient pas en Dieu s'ils veulent en fait qu'on prie pour eux aujourd'hui et afin qu'ils remettent leur vie à Dieu. Voilà, donc c'est un moment en fait, c'est quelque chose qu'on fait donc en toute liberté, bien évidemment. Nous qui sommes, bon, qui croyons en Dieu, nous savons ce que nous avons gagné à être avec Dieu, à être en Dieu. Et nous savons que tout est par sa grâce. Et vraiment, c'est une invitation. Voilà, une invitation à venir à lui, à venir à la vie, à venir à la lumière, à venir vraiment goûter voilà, à cette joie que nous avons justement en lui. Voilà. Donc, s'il y en a quelques-uns, voilà, juste une main levée ferait l'affaire. Et puis, on passera à la prière. D'accord. Donc, je ne sais pas s'il y a des personnes. Donc, pour pouvoir nous trouver, comme vous avez vu, nous avons sur les réseaux sociaux. Vous allez pouvoir nous trouver sur les réseaux sociaux. Vous avez aussi le site que nous avons donné tout à l'heure. N'hésitez pas à nous contacter sur les sites, à nous laisser vos coordonnées, même ici dans le chat aussi, nous pouvons vous rappeler. Nous avons avec nous, donc qui est présent sur notre entraîne actuellement, le président aussi France du FGMIFAI Paris. Donc, n'hésitez pas à nous laisser vos coordonnées, nous pouvons vous rappeler, nous pouvons prier pour vous et nous vous remercions. Donc, en tout cas, nous vous souhaitons une très bonne soirée. Je ne sais pas si vous avez encore des questions. Je pense que non, puisque je ne vois rien. Voilà. En tout cas, nous vous remercions énormément. Merci beaucoup, Thiniré, de nous avoir accordé ce temps. Merci à vous de nous avoir suivis, d'être au rendez-vous ce soir. Merci encore énormément. Et nous vous disons en tout cas à bientôt. Restez connectés avec nous pour savoir ce qui vient après, quoi, simplement. Hein. Nous avons quand même pas mal d'événements, des événements aussi au présentiel. Donc, n'hésitez pas, pour les personnes qui ne connaissent pas, à contacter la personne qui vous a invité. En tout cas, merci beaucoup. Bonne soirée à vous et à bientôt.